Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, quoi de neuf? Well, c'est Périscope. La passerelle culturelle, le convoi naturel qui se révèle. Well, mi bonne nouvelle. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. La voix des défricheurs, l'expression des acteurs. Regardez, ça c'est well, Périscope. Avec Fly, nous paraît en way. Zot pouvait virer Périscope. Avec Fly, la Guyane, sa cabaye. Sitôt les fel, Périscope, vini Sitôt pas to pouvait virer Périscope. Vendant la fraîcheur culturelle présentée par Airwell. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. L'abondance des couleurs, des nuances en douceur. Ça c'est Périscope. Avec Fly, nous paraît en noir. J'oublie pas mes racines, je sais d'où je viens. Mais nous partons là, nous river. Et vous savez que chez nous, ça compte, la culture. Important, la culture, développer la culture, militer pour la culture. À ça, nous qu'a fait. Et tout invité, mon c'est vrai ici, à ça y est qu'a fait, à ça qui ça y est travail. Important, la culture. Pas laisser personne m'était fier, ben dans ta tête. Sauvegarder la culture. Culture dit-nous pays. Même si un crabe qui chef, on se retrouve. Il peut pas stopper de l'eau qu'à monter. Important, la culture. Distance qu'a fait mon noix clair. Préserver la culture. Culture dit-nous pays, tendez. Attendez. Oui, nous attendez. Attendez. Oui, nous attendez. Apprendre à danser, nous belles dragées. Est-ce qu'on qui fait bouton? Oui, nous attendez. Apprendre à danser, nous bon lira. Feuille pour la Guyane. Danser dit-nous pays. Petit côté, grand l'esprit. Bonsoir Régine La Passion, comment ça va? Ça va, merci. Bonsoir Fly, bonsoir chers auditeurs et téléspectateurs. La vie est belle. Nous content. Quand on reçoit Régine La Passion, c'est déjà un bonheur parce que nous avons quelque chose en commun. La passion qui nous anime, n'est-ce pas? Et quand Régine est de retour, eh bien, c'est qu'il se passe quelque chose, parce que c'est pas du genre à s'épancher sur les ondes s'il n'y a pas d'actualité. Il y a un concert qui se prépare. Je ne vous dis que ça. C'est une première dans le genre. C'est intimiste, c'est différent. Elle nous en dira donnera quelques bonnes raisons de ne pas louper ce rendez-vous. Ça s'appelle Confluence. Et ce soir, croyez-moi, dans l'émission, il sera question de confluence. Il sera question également de convergence, de raccordement, d'émergence, d'intelligence. Regardez par exemple, là en Guyane, on sait que c'est une terre pas totalement explorée et on découvre tout le temps des espèces nouvelles. Voici une espèce en voie d'apparition, les primates à plumes. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Alors, les primates, est-ce que vous pouvez vous présenter en individuel? À ma gauche, il y a Primata, c'est le premier d'entre nous. C'est celui qui a permis une grande partie de la naissance du duo. Voilà. Et à ma droite, c'est Waraba, mon frère de sang, de cœur, celui qui fait en sorte que ce projet continue après toutes ces années. Et voilà, je vous parlais également de passerelle. Vous verrez que ces deux-là, ils se sont connus au collège à Matoury. Hein, ça a l'air de rien. Hein. Et puis ils sont partis pour gagner le monde et ils sont allés à Toulouse. Toulouse to win. Hein, et pas mal l'histoire. Voilà. Donc on y revient dans un instant. Nous parlerons d'un festival extraordinaire qui se déroule à Macouria, qui s'appelle le festival Pass. Et je suis sûr que Ghislain Wissingui faisait partie de ces jeunes-là qui écoutaient religieusement Sydney à l'époque. Vrai ou faux? Faux. Faux. J'étais au Congo à ce moment-là et quand je suis arrivé, moi, c'était déjà fini. C'était déjà fini. J'ai pas connu. Mais on a entendu parler. Oui, j'en ai entendu parler. Voilà. C'était les prémices de tout ce mouvement, de toute cette culture. Oui, ce qui ne l'a pas empêché, d'ailleurs, d'être au cœur d'un collectif, un gang à l'époque, mené par un certain Passy. Vous connaissiez Passy quand même, vous, dans votre culture de rappeur? Oui. Ben voilà. C'est celui qui est le détenteur de la porte de Passy à Paris, d'ailleurs. C'est pour ça que ça s'appelle la porte de Passy. Quel titre? Et voilà. Et donc, ce collectif s'appelait Bisso na Bisso. Ça n'existerait pas sans Mr. Mystique. Faire de lance tacticien pique sur le mythique avec l'accent central. L'animal fétiche, mon compagnon du sorcier. Petit mais costaud, la ferme jamais. Toujours une histoire, une fable, la finirait dans l'hosto, je te jure. Il aimait être à la île, brailler sa moustache affilée. Vraiment passé.
Le Bisso Nabisso, j'avais dit qu'il y aurait des réminiscences. Ça fait du bien d'entendre ça, hein, finalement. Oui, hein. ça fait du bien. On a fait des choses bien Classique. à l'époque, et c'est vrai. Ça ne rajeunit pas. Hein. Du coup, Ghislain Lusinghi était connu sous le nom de Mystique. Est-ce qu'il reste quelque chose de cette époque-là? Bah, il reste des beaux souvenirs, il reste des traces de la jeunesse, il reste la passion de l'écriture toujours. Et puis voilà, on s'est retrouvé dans une histoire où on pensait dans un premier temps que le rap c'était un outil pour parler du quotidien, un peu comme des reporters de la réalité. Et puis finalement, ça s'est avéré être un outil bien plus important pour faire passer des messages forts en ce qui nous concerne et en ce qui concerne d'autres. Est-ce qu'au moment où vous avez embrassé le rap, vous étiez dans cette dynamique-là, quand vous vous êtes dit, bon, c'est une forme d'expression qui pourrait nous intéresser, est-ce que la notion de faire passer des messages était déjà sous-jacente chez vous? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'était, ça fait partie, en tout cas, de notre vision du rap. C'est toujours le cas actuellement. C'est que c'est pas possible de faire du rap sans prendre position, comme disait l'autre. Et du coup, c'est au cœur de notre écriture. Oui. Et vous? Ouais, on a, en fait, on s'est retrouvé avec Waraba autour du texte avant même de choisir le style musical dans lequel on voulait aller. On écrivait déjà de la poésie, du slam, du rap, et c'est juste que, bon, avec le déracinement entre la Guyane et la métropole, on s'est dit le rap, ça va bien nous convenir pour laisser exprimer une partie de notre colère aussi. Bien. Alors, cette colère, elle est parfois justifiée par le fait que vous vous rendez compte que finalement on doit quitter les gens qu'on aime, le pays dans lequel on est né, pour aller vivre d'autres aventures. Mais vous aviez le choix, après tout. Qu'est-ce qui vous empêche d'être chez vous et de vivre ce que vous voulez vivre chez vous? Alors, au final, mais ça c'est orienté par le résultat, pas grand-chose. La preuve, vu qu'on peut revenir en Guyane maintenant depuis 2 ans pour faire des tournées entre la Guyane et la métropole. Et nous, ça a toujours été notre rêve de pouvoir revenir ici. Sauf que quand on avait 18-19 ans et qu'on a dû faire le choix fatidique des études, on s'est rendu compte que les études qu'on voulait faire, on pouvait pas les faire en Guyane, tout simplement. Et du coup, on a été forcé, entre guillemets, pour notre carrière, de partir en métropole. Qu'est-ce que vous avez fait comme études, Waraba? Waraba, c'est... Oui. Oui, moi j'ai fait des études de littérature comparée. Oui, et Primata, qu'est-ce que vous avez fait comme études? Moi, je faisais des études de théâtre. Pour ça, Grégory Alexander, le festival passe. Oui. Et au bout d'un moment, il faut savoir passer un cap, notamment aller aux conservatoires nationaux, si on veut espérer avoir... Voilà, donc je faisais des études de théâtre et j'étais, pareil, obligé de bouger. Alors, l'un qui fait de la littérature, l'autre qui relit les ratures. Et donc, ça crée des liens. Et du coup, quand vous êtes retrouvés, vous étiez tous les deux étudiants à Toulouse? Oui, c'est ça. Oui. Et l'idée de monter ce groupe Primata Plume, c'est venu quand? La réalité, il n'y a pas eu d'idée. C'est moi, je me suis réveillé un beau matin, on était derrière un micro. C'est que de fil en aiguille, j'allais chez lui, on rappait dans son petit appartement l'hiver. Puis de fil en aiguille, l'aventure, elle a commencé. Et je pourrais même pas dire quand est-ce que c'est né, parce que c'était une évidence entre nous et par rapport à l'art. Alors des rappeurs qui parlent de Quetzalcoatl, qui parlent du Mexique, qui parlent, qui font allusion à de la poésie, qui prospectent l'imaginaire. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. J'ai l'impression d'avoir un univers onirique à travers vos narrations. Qu'est-ce qui vous inspire et pourquoi vous avez fait ce choix-là? Déjà, c'est important pour nous de porter les figures avec lesquelles on a grandi, que ce soit les figures littéraires ou les figures un peu mythologiques comme Quetzalcoatl ou Moctezuma, ou le Baklou par exemple, ou le Baklou, ou le Dorlis, ou le Maskilili. C'est des choses qu'on a envie de porter, qu'on a envie de faire découvrir. Mais aussi les auteurs comme Aimé Césaire ou des figures comme Gaston Monerville. C'est des figures qui sont, à notre sens, sous-représentées et nous, on est plus proche d'un Aimé Césaire qu'un Molière. Et c'est important pour nous de le dire. Ouais, mais je vous souhaite de gagner un Molière quand même. Hein. Alors, écoutez, on va ensemble jeter une oreille attentive sur cet intérêt que vous accordez au Dorlis et au Baklou. Écoutez. Deux faces d'une même pièce, bagnard et esclave. Deux tasses dans une thèse, bâtard et entrave. Près du succès, canon scié. Voyage à 6 terres, sous terre 6 pieds. Tu vas connaître les cyprès. On voit de la cyprine en goutte. On voit tes mains, tu t'en doutes. Lumière et ténèbres, le fruit d'une éclipse. Croyant mécréant, pêcheur comme Iblis. Sagesse d'une ibiche rouge, rouge. On a mis Dorlis, bouge, bouge. Sagesse d'une ibiche rouge, rouge. On a mis Dorlis, bouge, bouge. Sagesse d'une ibiche rouge, rouge. On a mis Dorlis, bouge, bouge. Bouge ton coquet. On écoute le deuxième extrait. Il est encore question de Baklou et de Dorlis. Écoutez.
rappe vite, puis je persévère. Dans ce truc, faut que je persévère. Je te jure, on va percer frère. Rendre fier, nos deux persévères. J'ai fait un groupe avec Batou, c'est pour respecter les quotas. C'est le Dorlis, c'est le Baclou. Musique et femme, on est corda. Alors, le Dorlis et le Baclou, musique et femme, on est corda. Alors, si mes souvenirs sont exacts, le Dorlis, c'est quand même un gros abuseur dans la mythologie, dans ce qu'on raconte, si tant est que ce soit que de la mythologie, hein, parce que moi, je parle de tout ça avec des pincettes, parce que j'entends des gens dire que le Dorlis existe bel et bien. Donc, dans une époque de MeToo, est-ce que le Dorlis est épargné par les plaintes des femmes? C'est une très bonne question. Oui. Ouais, une question excellente. Ce à quoi j'ai envie de dire, Primata va répondre parce qu'on fait tout à deux. Oui. C'est pour ça, Oui. voilà. Alors. Non, mais ni le Dorlis ni le Baclou sont très louables. Souvent, on entend les rappeurs parler du diable, du fait qu'ils font des pactes, etc., etc. Et ben nous, c'est sûr que si on a fait un pacte et je nous le souhaite, c'est pas avec le diable. On est bien d'accord, sauf que là, je n'ai pas beaucoup entendu de chansons, disons, dans les bacs rap, où il y a des buveurs de cyprine, si tant est que tout le monde sache de quoi on parle. C'est quand même, vous avez quand même du raffinement dans la manière d'emmener un peu d'érotisme et d'être un peu les vengeurs masqués, parce que quand même, on comprend bien que vous avez envie de faire dégager le Dorlis, en fait. Vous êtes des chasseurs de Dorlis. Oui, en fait, on aime bien prendre des figures qui sont mauvaises pour mettre leur caractère en exergue, et puis pour faire découvrir une part de culture, mais aussi pour défendre un propos. Si on écoute bien, on veut plutôt exorciser le Dorlis et le Baclou de notre corps, plus que l'accueillir et être content de vivre avec lui. Bien. Alors, quel est votre mode de vie ou de survie quand vous êtes à Toulouse? De quoi vous vivez? Pas d'amour et d'eau fraîche, évidemment, mais est-ce que vous vivez de votre musique? Est-ce que vous avez un autre métier? Comment ça se passe pour vous? Alors, on vit pas à 100% de notre musique. On gagne de l'argent avec, on fait des scènes et c'est pour bientôt, le fait d'en vivre. En tout cas, on espère. Mais sinon, des petits boulots quand c'est nécessaire et puis tout ce qu'on a, on le met dans la musique en fait. C'est-à-dire que c'est carrément un réinvestissement systématique. Oui, pour donner un exemple, un moment avec Wara, parce qu'on vit en colocation depuis moins d'un an pour plus travailler et mieux travailler. On avait combien? On avait 800 € à deux pour vivre un mois. Sur ces 800 €, on a mis 600 € dans la musique. Et puis après, on s'est débrouillé. Voilà, hein, les petits boulots par-ci par-là. Lidl pour manger, on s'organise. Oui. Voilà. Une vie d'étudiant, quoi. Mais ouais. Vous étudiez la musique, en fait. Exactement. Et vu qu'il n'y a pas d'école, ça dure un peu plus longtemps. Oui. Et autrement, il faut aussi préciser que vous ne faites pas les choses à moitié, parce que vous avez un univers visuel qui est très léché, avec un propos, une esthétique. On sent qu'il y a un postulat, c'est-à-dire que vous n'êtes pas tombé là tout à fait par hasard. Vous avez une identité et que vous soignez. Vraiment, j'ai passé en revue ce que vous avez sorti. Et vous avez compris la nécessité également de diversifier l'offre, parce que avec la musique, vous avez sorti également 2 bandes dessinées. Qui s'est penché sur votre cas pour vous rendre héros et personnages de bandes dessinées? Alors un gros merci à Gribouille qui est notre graphiste, qui est BDiste, qui ne fait pas que travailler avec nous mais qui nous a accompagnés depuis le début de Primata Plume. C'est elle qui a fait les pochettes des EP, qui a fait toute la BD, donc aussi bien le dessin que la colorisation. On a travaillé à 3 sur le scénario et les dialogues. C'est aussi elle qui a fait les 2 affiches de l'Atlantic Tour pour annoncer cette belle nouvelle. Et en fait, faut savoir que chez Primata Plume, on n'attend pas des autres. Si des gens veulent travailler avec nous, il n'y a pas de souci. Mais on fait tout en indé. Donc en fait, on avait cette amie qui, elle, était à fond dans le graphisme. Nous, on avait plein d'idées. Elle avait besoin d'un premier projet. On avait besoin d'autre chose que d'un vinyle, parce que notre but, en fait, c'est de toucher le maximum de personnes. Et on a conscience maintenant que les gens ont plus de quoi écouter des CD. Donc on s'est dit, on a déjà des CD. Non, les gens des CD n'écoutent pas de musique. Il semble que les gens des CD ne peuvent pas écouter de musique. Bon, c'est clair. C'est pendant qu'on est vivant qu'il faut écouter la musique. C'est pour ça qu'on parle de spectacle vivant, d'ailleurs. Bien. Regina Passion, qu'est-ce que ça vous inspire d'entendre ces jeunes-là parler de leur activité musicale, leur implication? Écoute, ça me rappelle des années. Je fais comme si j'étais vieille. Désolée, les gars. Et j'entends ce qu'ils disent quand ils disent tout, en fait. Quand ils disent leur investissement dans leur métier.
qui n'est pas encore, ils ne vivent pas encore de ça, mais bon, ils ont déjà l'esprit pour parce qu'ils investissent à fond les 600 € là pour décider de ne manger que, je ne sais même pas s'ils ont mangé d'ailleurs tout le mois, à mon avis non, mais n'est-ce pas? Et mais donc je trouve ils sont vraiment beaucoup de riz, mon Dieu. Et donc ils sont super passionnés et ça je me retrouve. Je ne connaissais pas du tout, donc je vais aller voir dès que je sors d'ici. Et ça me marque le fait de travailler, de décider d'être ensemble pour travailler souvent. J'ai pensé à Denis et moi, mais bon. Et ça m'inspire cette passion et puis ce désir de bien faire. Autre chose, c'est qu'en fait ils sont alignés. Ils font quelque chose qu'ils aiment et ils le font en toute connaissance de cause, quitte à ce que ça ne va pas leur fermer de porte, mais en tout cas, peu importe ce qui va se dire, ils ont une ligne de conduite et ils s'y tiennent, voilà. Maintenant, autre chose que j'ai vu, que j'ai retenu, c'est qu'ils s'adaptent un peu au marché quand même, puisqu'il y a un certain nombre de choses qui fonctionnent plus, donc faut pas être trop fermé, sinon on reste chez soi dans sa forêt, toute fermée, voilà. Et donc je trouve qu'ils sont capables de s'adapter jusqu'à un certain point, sans baisser son froc quand même, mais excusez-moi de l'expression, mais jusqu'à un certain point de s'adapter à la façon dont le marché fonctionne. Oui, voilà, garder son identité, c'est primordial dans un monde globalisé, où finalement, aujourd'hui, il suffit juste d'un poste pour atteindre les confins du monde. Donc, du coup, si on perd son identité, on perd l'essentiel. Et l'essentiel, eh bien, nous allons y revenir avec Ghislain, parce que les lumières, des projecteurs, les plateaux de télévision, vous les avez connus à Paris avec le rap qui connaissait ses plus beaux jours. C'est pas encore une époque où les Clash avaient pignon sur rue. C'était plutôt ce désir de se confronter, l'émulation qui primait à cette époque-là. Aujourd'hui, avec le recul, quand vous voyez leur parcours, vous voyez la foi, la détermination qui les caractérise, ça vous inspire quoi, Ghislain? Bah déjà, moi, quand je les entends parler là, c'est indéniable, on sent la passion, effectivement. Comme disait Régine, il y a le côté, comme disait Régine, il y a tout ce côté où ils ont une espèce de conscience de ce qui se passe, de là où ils veulent aller. Et puis surtout, moi, ce que je trouve qui est remarquable, c'est l'espèce de fraternité qu'il y a entre eux. Et je pense humblement que leur plus belle réussite, quels que soient les objectifs qu'ils se sont fixés, ce serait de préserver cette fraternité-là, parce que c'est celle qui leur permettra de faire plein d'autres choses, que ce soit de la musique, du cinéma, du théâtre, parce qu'ils ont l'air d'être habités par une folle énergie créatrice, donc ils peuvent faire plein d'autres choses que de la musique, je pense. Et puis oui, ça renvoie au début, ça renvoie au côté passion. Vous parlez tout à l'heure de plateau télé, de toutes ces choses-là. On peut parler des disques d'or. J'en ai eu 7, mais j'en ai pas un seul chez moi. J'ai tout donné à des amis, à des associations, parce que je m'attache pas au matériel. Ce qui compte, c'est ce que j'ai fait. Et ça restera dans l'œuvre patrimoniale, si je peux dire, artistique. Mais au moment où on démarre ces histoires-là, on n'est pas conscient de tout ça. Je vous dis, je suis dans un environnement où je suis en région parisienne, dans un environnement où il y a des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde, et on a l'impression que nous sommes les plus mal lotis parce qu'on n'a pas eu la possibilité de pouvoir voyager. Et puis il y a cette musique qui arrive par le canal de la télé, on découvre Public Enemy, on découvre le Wu-Tang Clan, on découvre Mobb Deep, c'est des gens qui ont parasité notre quotidien. Mais dans ce qu'on voit, au-delà de leur bâtiment qui ressemble au nôtre. Donc il y a une espèce de mimétisme, et puis surtout on est dans une époque où on n'a pas des gens qui nous ressemblent qui passent à la télé. C'est ça. Ou sinon, quand il y en a, c'est pas forcément d'une manière valorisée. Et donc on cherche un peu sans grande conscience peut-être, mais en tout cas des figures de représentation. Et quand on essaie de copier ce qu'on voit, ce qui va nous porter, ça va être l'attitude. Ça va être surtout le côté l'affirmation de soi, l'estime de soi. On a vu beaucoup de gens qui physiquement nous ressemblent être tête baissée. On a vu nos propres parents venant d'Afrique évoluer en métropole, en France, avec parfois dans certains espaces, dans des attitudes un peu distantes. Et quand on voit ces rappeurs américains qui ont la tête haute, et en fait ça nous donne de l'espoir, et on peut exister, on a des choses à porter, à dire, et c'est ça, c'est toute cette énergie là que moi ça me renvoie quand je les écoute. Alors moi la question elle coule de source. À quel moment finalement on se laisse pas griser, et puis on se rend compte que ça peut être aussi un miroir aux alouettes, et que peut-être qu'on a un autre chemin, une autre mission à accomplir, d'autres ouvertures sur le monde, d'autres voies, d'autres perspectives, d'autres voies à explorer. À quel moment ça arrive? Le déclic, c'est
On découvre, je pense, la légende personnelle, c'est quelque chose qui se fait au fil du temps. Il n'y a pas d'âge pour ça. Je pense que c'est une question surtout de rencontre et de conviction personnelle, d'avoir une intime conviction qui permet de se dire que je suis à cet endroit-là, je suis à mon endroit. C'est là où je peux être. Tout à l'heure, vous parlez d'alignement. C'est là où je peux être en congruence, aligné avec ce que je suis, ce que je pense. Et mais au début, c'est tout arrive par accident parce qu'on n'a pas conscience et puis surtout, on n'a pas d'exemple. Moi, quand je commence le rap, je vous dis, il y a le rap américain en France, il y a 2-3 groupes dans le nord de la France, 2-3 groupes dans le sud, et nous, on est au milieu, on voit toutes ces personnes, on cherche, en fait, on est comme des chercheurs, on sait pas quoi faire. Mais on tâtonne. Ouais. Mais en ce qui me concerne, moi, j'ai toujours voulu être éducateur spécialisé. Et ce qui va faire que, et avec une grande sensibilité pour l'écriture du coup. Et quand je découvre toute cette culture, donc ok, je raconte un peu ce que je vis, la relation avec les forces de l'ordre, la relation avec les familles en difficulté. Et puis petit à petit, on se rend compte que finalement cette écriture-là, cette passion-là peut être un vrai outil pour l'affirmation de soi. Et moi, ce qui va être déterminant pour ce qui justifie ma présence ici, c'est lorsqu'avec le groupe Bissona Bisso, on est nominé aux Victoires de la musique en 99. C'est les Cora Awards, ça se passe donc en Afrique du Sud, où le président d'honneur est Michael Jackson et le parrain de l'événement, c'est Nelson Mandela, qui va nous remettre 2 prix, meilleur groupe et meilleur clip. Moi, originaire du Congo, arrivant en métropole à l'âge de 10 ans, pour rejoindre ma maman, je prends conscience que l'acte d'écrire, c'est un honneur et qu'il faut que j'en fasse quelque chose. Et je commence à mener des ateliers d'écriture. Et en parallèle, il y a cette vie artistique. Puis finalement, j'ai eu des beaux succès. J'ai eu le privilège de travailler avec des grands artistes comme Soprano, Ayam, Rof, Jams. Donc c'est une espèce de reconnaissance aussi d'un potentiel talent, je dirais. Et puis, il y a la certitude à un moment donné d'avoir autre chose comme terrain d'utilité que la musique. J'ai décidé d'arrêter en 2011 pour me consacrer aux ateliers d'écriture que je mène suite à la rencontre avec Nelson Mandela. En 2001, je mène des ateliers d'écriture créative et puis en 2011, j'avais l'impression en fait que j'avais fait le tour, ce que j'avais à dire au monde par le biais de l'écriture, par le biais du rap. J'étais arrivé un peu au bout de quelque chose, d'un chemin, et puis ben voilà, je me suis engagé cette fois-ci à me consacrer à mener des ateliers d'écriture pour tout public à partir de 10 ans, ainsi que pour les professionnels, quel que soit le type d'organisation, pour la cohésion d'équipe et améliorer la qualité de vie au travail. Eh bien, nous y revenons pour parler justement de cette rencontre avec des Guyanais sur un projet que nous allons évoquer dans un instant. Okay. Mais juste un petit souvenir. Je sais que vous racontez des histoires à travers vos chansons, Régine, les primates à plumes, Ghislain, vous racontez des histoires. Mais si un jour on nous avait dit que le Covid aurait existé et nous aurait confinés, qu'il y aurait des rues désertes, etc., est-ce qu'on y aurait cru vraiment? Est-ce que ça s'apparentait pas à de la science-fiction? Est-ce que dans 60 ans, quand on en reparlera, on n'aura pas l'impression d'avoir rêvé toute cette histoire-là? Mais à cette époque-là, Ghislain est déjà à l'aube d'écrire son 3e ouvrage et il est là dans une espèce d'introspection et il se souvient avoir rencontré sur son chemin une Guyanaise qui s'appelle Karine Patient. Exactement. Et il avait chanté avec Karine Patient une espèce de rap R&B à l'époque et il se souvient et le voilà se reprenant à fredonner un air, l'air du fruit défendu. Écoutez ça. Cette forêt silencieuse, l'orage m'insulte comme une feuille morte. Parce que j'ai frappé à son cœur, frappé à sa porte. Mon droit d'aimer est interdit à cause des traditions qui voilent son étoile. Se voir c'est une mission, mon Dieu, qu'avons-nous fait au ciel? Est-ce un crime de s'aimer avec un grand M ou love avec un L? Je sors de mes gonds comme Aragon, je crie plus fort que les obus, que ceux qui sont blessés, que ceux qui ont bu. J'ai trouvé l'amour en terre étrangère, malgré les reproches, le mauvais œil, on essaie de le coudre mieux que Saint-Ger. Notre histoire est plus belle que les étoffes de Kérouane, la foi baisse les montagnes, pour surmonter faut de la poigne. Et là, c'est face cam, en plein Covid. Et il se souvient en disant, je suis reconnaissant, c'est un moment, ce sont des heures qui m'ont marqué, je vais publier un prochain ouvrage. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent en fait de revenir dans la musique. J'ai beaucoup de propositions.
que ce soit des invitations pour aller partager le micro avec d'autres artistes, que ce soit pour aller faire des concerts, et à chaque fois, je décline. Les gens restent parfois accrochés à un souvenir, à une espèce de nostalgie, et puis moi, je suis contraint d'avancer. Je suis, comme les primates à plumes, habité par une espèce d'énergie qui fait que par la création, c'est un sens qu'on donne aussi à sa vie. Mais vraiment quelque chose qui est très très fort pour ma présence en Guyane, c'est effectivement, ça se joue à plus d'un titre. C'est que c'est pour la première fois que je viens intervenir ici en tant que formateur en atelier d'écriture, et surtout j'arrive sur les terres de Karine, qui est une artiste originaire de la Guyane et avec qui j'ai une histoire liée à vie, parce que on a en commun cette chanson-là, Le fruit défendu qu'on vient d'écouter, qui fait partie de notre identité artistique, je dirais. Et je suis assez reconnaissant pour ça. Et comme quoi, je pense que c'est important d'indiquer aux plus jeunes qui nous écoutent que voilà, le chemin de l'exploration de soi n'est pas toujours facile. Parfois, on pense le trouver dans des livres ou à l'école. C'est pas toujours le cas. Mais engagez-vous, entamez cette belle destination, parce que se connaître, je pense, c'est primordial. Et trouver une passion, c'est aussi trouver les prédispositions pour éviter beaucoup de pièges de notre société qui va de plus en plus vite. Et cette frénésie, elle embarque tellement de choses, tellement de notre humanité, qu'avoir une passion, c'est parfois faire une pause, se reconnecter à soi. Eh bien, nous allons revenir tout à l'heure sur l'objectif que vous êtes fixé et la rencontre des autres, et voir combien on peut passer du fruit défendu au fruit pluriel à défendre. Et on reparlera de cette opération que vous avez menée avec les jeunes de Tikaz dans un instant. Régine La Passion, c'est important pour moi aussi de parler de cette trajectoire, parce que Régine aussi a connu ces espaces où la lumière brille. Elle a croisé Ray Charles sur son chemin. Elle a croisé d'autres artistes qui prenaient bien la lumière, et avec son mari qui s'appelle Denis La Passion, parce que tout comme vous vivez en colocation, eux aussi vivent en colocation, mais pour d'autres raisons. Voilà. et un beau jour, au milieu de tout ça, décide tout de même de venir s'installer en Guyane pour élaborer un projet, monter un centre de formation musicale qui s'appelle l'IFDM, et former et se donner corps et âme à cette passion commune, mais également à ce qui est devenu effectivement un métier. Oui, alors en fait, c'est vrai que nous sommes rentrés parce qu'on en avait un peu marre de Paris, c'est vrai. On voulait aller aux États-Unis et on avait déjà tout fait pour avoir la carte verte et tout. Donc, et finalement, après un stage que j'ai fait ici en tant que coach vocal, parce que je suis revenue en tant que coach vocal de la Nouvelle Star. Donc on m'a dit, tu vas pas. J'étais venue en vacances. Hein. On m'a dit, mais non, tu vas faire un stage. Et donc Denis m'a proposé puisqu'il est guyanais, moi je suis de la Martinique, on s'est connus là-bas. Il m'a proposé de rester ici. J'ai dit pourquoi pas, parce que j'avais aimé l'ambiance d'ici et les relations fluides. Donc pour faire vite, on a créé l'IFDM tout en restant des artistes en activité. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce qui va se passer au niveau des questions, mais on a réduit l'IFDM pour reprendre notre activité d'artiste professionnel. Parce que pour être professionnel, il faut au moins 4 concerts dans le mois. Et donc même si tu aimes ma tête, Fly, 4 fois dans le mois, ça va faire un peu beaucoup. Quoi? Non, pas beaucoup, ça va aller? Non, pour moi, ça pour toi, va. c'est OK, d'accord, OK. Surtout si je propose des projets différents. Donc, l'idée, c'est de réduire l'IFDM. Aujourd'hui, après 15 ans, l'IFDM a 15 ans. Nous, ça fait 17 ans qu'on est là, mais l'IFDM a 15 ans. Et donc, l'idée est de réduire notre activité de formation pour reprendre notre activité d'artiste par-delà le monde. Alors, ce qu'il faut bien également préciser, c'est que ce centre de formation a donné la possibilité également au fils La Passion, Teddy La Passion, qui est devenu batteur professionnel, qui actuellement poursuit ses études. Et donc, quand on a des enfants qui ont la musique chevillée au corps et qu'on se rend compte que finalement, on a délaissé un peu la pratique pour transmettre, qu'il y a un moment où ça gratouille, ça chatouille et il faut qu'on y retourne. Tout à fait. Écoute, voilà. Teddy, il va bientôt parce qu'il a pas voulu faire d'études finalement, comme on voulait qu'il en fasse, parce que on a fait des études de musique. Moi, je suis pianiste classique de formation, etc. Bon, bref. Et donc, du coup, lui, il a dit, ah non, pas d'Agostini, l'école de batterie, là, que beaucoup de gens ont fait. Et il est batteur professionnel. Il fait ça depuis l'âge de 16 ans. Il a laissé l'école, d'ailleurs. Donc, intermittent du spectacle. Il commence à être intermittent. Et donc, il travaille. Alors, lui, il a toujours voulu jouer avec les grands. Et comme il est un petit peu affilié à MMBS, là, Kélian Hort, donc il va bientôt jouer avec le fils de Manu Dibango.
il va remplacer le batteur de Manu, batteur qui joue avec le fils de Manu. Et donc, du coup, il doit aller à la Réunion. Je suis même pas allé à la Réunion. Oui. Monsieur va aller à la Réunion en février. Donc, en décembre, il joue. Et voilà. Donc, il veut être vraiment, il adore ça, en fait. Donc, ça donne un coup de booster à papa et à maman, quoi. Oui, et puis on s'était dit, bon, on attend qu'Axel grandisse. Elle veut être danseuse professionnelle. Donc, on attend qu'elle ait au moins 16-17 ans, là, pour qu'on reprenne notre carrière, qu'on n'a jamais vraiment laissé de côté. Mais on peut pas faire deux choses en même temps. Je voulais élever mes enfants moi-même. Et pas les laisser pour la mamie et leur apprendre nous-mêmes nos propres tares et pas les tares des autres personnes. Que ce soit nos propres tares comme ça, voilà, c'est réglé, les propres qualités également et même si on n'était pas seul à les élever évidemment, il y a toujours les mamies, les tatis, etc. Mais on pouvait pas faire deux choses en même temps, donc il fallait vivre effectivement. Donc l'IFDM était là aussi pour ça, mais on n'y a pas de regret si tu veux parce que parfois des fois on se dit tout ça pour ça quand on voit que des fois on s'est donné corps et âme. Et qu'au résultat, il n'y a pas toujours ce que tu aurais voulu. On a voulu professionnaliser des gens, on n'a pas forcément réussi, mais on a quand même mis beaucoup de gens sur scène et qui veulent vraiment faire ça en même temps que leur boulot. Donc ça, je me dis, et puis c'est pas à nous de voir ce que les gens ont fait avec. On donne sans recevoir. Mais n'empêche que je regrette pas parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se sont faites grâce à notre insufflation, on peut dire ça comme ça. Mais là, on retombe sur les pattes des primates à plumes parce que c'est exactement ce qu'il disait tout à l'heure et la démonstration est magistrale. C'est-à-dire qu'ils disent que notre propos, c'est de dire que c'est dommage de pas pouvoir, et c'est vrai. Là, on vient de faire la démonstration que même quand on s'en donne les moyens, eh bien peut-être que l'organisation sur place, le marché, le fait de ne pas être dans un environnement où la musique est considérée comme un travail à part entière, mais ça crée pas les conditions finalement pour vivre de son art. Tout à fait, c'est très important et c'est aussi pour ça qu'on a voulu qu'ils partent absolument à Paris ou ailleurs. Ben là, il a dit Paris. Au départ, c'était aux États-Unis. Après, il nous a dit Paris. On lui a dit, tu es sûr que c'est pas, pourquoi t'as changé? Bref. En tout cas, on voulait qu'il change d'environnement. Et je le dis en tout amour pour la Guyane. Il n'y a pas de politique culturelle qui permette et puis pas que, il n'y a pas assez de monde non plus, qui permettent qu'on puisse être musicien professionnel ici. Et en fait, la plupart des gens sont amateurs. Donc, dans le sens, pas dans le mauvais sens, dans le sens où ils ont un boulot à côté et ils travaillent. Donc, toi, tu viens à côté. Moi, je suis professionnelle, je l'ai toujours été. Je n'ai pas le même rapport à la musique ni à l'argent que quelqu'un qui ne l'est pas. Je fais pas ça à côté, quoi, si tu veux. Donc, et je fais ça parce que j'aime ça aussi. J'ai fait le choix de la liberté. Donc, la liberté va des fois avec le manque d'argent, mais là, l'argent recommence à venir. Donc, c'est bon. Mais si tu veux, il faut vraiment que les gens comprennent que l'environnement est important. Et si on veut être professionnel et qu'il n'y a pas forcément l'environnement, on est obligé, malheureusement, de quitter son pays pour travailler. Et parfois, c'est en quittant le pays qu'après, tu peux recommencer à venir ici de façon régulière avec des cachets décents, etc., sans qu'on les négocie sans arrêt, tu vois. Et donc, cet environnement aussi de travail, de professionnel, d'être avec des gens qui comprennent ce que ça veut dire d'arriver à l'heure, de connaître ses morceaux et pas le jour J, j'ai pas pu ouvrir le MP3. Tu vois, des choses comme ça. Et je suis très raide parce que ce que je dis là, j'ai beaucoup insisté sur Teddy. S'il te demande qui est-ce qui est plus sévère, il va dire maman, ouais. Oui. Tu vois, donc, mais je suis raide sur ça parce que je suis professionnelle et j'ai fait c'est pas la musique classique qui m'a fait ça, mais c'est mes parents. Mais j'ai appris, on m'a dit dans ma figure, la maison ne souffre pas l'amateurisme. Quand je suis arrivée à l'école normale de musique de Paris, ici, on joue sans faute. Voilà comme ça que la dame m'a dit ça. Après, à la nouvelle salle, le gars m'a dit, bon, Régine, j'aime pas l'arrangement. Il m'a pas dit qu'il m'aime pas. Il m'a dit, j'aime pas cet arrangement-là. Donc, j'ai dit, ah bon, ne pas en faire une affaire personnelle, voilà, ne pas traiter les choses avec l'affect. Je suis pro. Il m'a dit, Régine, tu. Il m'a dit, j'aime pas cet arrangement. J'ai dit, écoute, Fred, parce qu'on se dit tu, mais c'est Dieu le Père. Donc, j'ai dit, tu veux quoi exactement? Il sait pas ce qu'il veut, mais il sait que c'est pas bon. Qu'il aime pas. Donc, j'aime pas. Alors, j'ai dit, écoute, je suis pas loin, et quand tu verras, tu me diras, je suis à Baltard déjà, ça veut dire que c'est presque trop tard, puisqu'on est déjà à Baltard presque devant les caméras. Il me dit ça le mardi, le concert c'est le mercredi. Je dis, alors Fred, finalement, bon, ça va aller, voilà. Donc, j'ai pas mal pris. Il m'a dit qu'il aime pas c'est mon arrangement, certes. Il aime pas l'arrangement, et alors, c'est de l'art. C'est à partir de quoi que c'est bien, c'est pas bien. Donc, je suis là, j'apprends à prendre les remarques, j'apprends à arriver à l'heure. 8h05, 3, 4, c'était 8h le rendez-vous. Je suis restée par les 5 secondes dehors, j'entends 1, 2, 3. Régine, t'es où? 8h05. Alors qu'on n'avait pas besoin de moi, hein. Mais 8h05. Donc mon fils avait besoin il a eu 2 panneaux de réveil, ça a posé problème à personne. Sauf à nous de Denis et moi. Donc si tu veux, si ça a posé quand même problème. Mais on lui a pas tapé sur les doigts. Tu vois? On lui a pas tapé sur les doigts. Et on était le seul à lui taper sur les doigts. Alors que s'il a une panne de réveil à Paris, je peux t'assurer que la deuxième panne de réveil,
on l'appellera plus. Donc il faut qu'il soit confronté à ça pour qu'il sache ce que c'est. Alors, Gislain voulait ajouter quelque chose en écoutant Régine. Ressenti et un peu complété, parce que je trouve ça très très fort ce qu'elle nous partage dans un univers où il y a une industrie qui pousse les professionnels de l'art dans la mise en avant, de se mettre en avant. Régine nous dit, je suis professionnel, j'ai une vraie expérience, mais je marche avec le pas humble. Et puis surtout, là où elle a peut-être pas été, il y a le fiston qui va aller peut-être un peu plus loin. C'est ça la puissance de la transmission. Et ça, c'est possible parce que papa, maman ont réussi aussi à transmettre, à léguer des choses. Et dans ce que je trouve aussi génial dans ce qu'elle nous partage là, c'est cette souplesse d'être ici, de partir, de revenir, mais à chaque fois on revient toujours chargé de quelque chose pour partager, pour faire avancer, pour qu'il y ait une vraie structuration qui se fasse. Et je pense que d'un point de vue professionnel, c'est ce qu'elle nous rappelle. Si les gens sont amenés, que ce soit au niveau des études, au niveau de pour se construire un avenir professionnel dans la musique, s'il n'y a pas de structure niveau local, il y a plein de gens dans le métier qui vont mettre tout le paquet dans le marketing pour nous faire croire que l'herbe est plus verte ailleurs, alors qu'en vérité il peut se passer quelque chose ici. Il faut juste qu'il y ait des gens qui soient soutenus aussi pour pouvoir structurer les choses. Et moi, c'est ce que j'entends dans tout ce qu'elle nous partage. Alors, les primates, vous serez à Plume, vous serez sur scène. On pourra voir votre travail dans le cadre du festival Pass, c'est ça? Tout à fait. Dans le cadre de notre tournée, on a eu la chance de pouvoir aller jouer à Macouria. C'était très important pour nous de faire au moins tout le littoral. Voilà, la prochaine fois, on espère aller un peu plus en commune. Et ensuite, vous repartez, vous faites vos valises quand vous repartez? On repart, nos dernières dates du tour, c'est Alternayana le 29 coup de ce mois-ci. Et ensuite, on va continuer la tournée en Outre-mer du coup, de l'autre côté de l'Atlantique, sur le sol européen. Et on espère revenir très vite. Je m'étais dit, je vais les présenter comme ça. Primat! Non, j'aime votre univers, j'aime bien votre délire, j'aime bien votre façon de ressentir l'art, j'aime bien le feeling, quoi. Voilà. Merci. C'est un honneur, merci beaucoup. Et je vous souhaite de continuer, et puis comme il disait tout à l'heure, Gislain, quoi, rester soudés, quoi. C'est important. Je profite pour le dire, là, on est à la moitié de la tournée. C'était le rendez-vous parfait, en fait, pour nous donner de l'espoir pour la suite. Donc, merci beaucoup, en fait, d'avoir partagé votre expérience, votre point de vue sur l'art, sur comment est-ce qu'on doit continuer, en fait, dans la musique. Vraiment, un immense merci. Voilà, c'est un cadeau Périscope, et au plaisir de vous retrouver. Vous savez ce qu'on va faire? Passe ton tour, passe à ton voisin, demande à ton voisin de venir te remplacer. On va parler du festival Pass avec Grégory et Noémie. Donc, ciao les gars. Ciao, voilà. Donc merci beaucoup. Alors Régine, on parle maintenant de confluence. Confluence parce que plein de fleuves nous habitent, plein de fleuves nous traversent. On écoute de la musique avec beaucoup d'influence, avec beaucoup de diversité et de variété. Et on sait que chez les La Passion, parfois, l'éclectisme, ça peut être aussi, ça peut poser quelques petits problèmes. À quel moment jouer plutôt la musique traditionnelle? À quel moment s'étendre vers la soul? À quel moment, voilà. Donc là, vous vous êtes posé, vous avez réduit le nombre, vous êtes 2, c'est intimiste, et vous nous donnez rendez-vous autour d'un concept qui s'appelle Confluence. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, on veut être sur scène. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allée sur scène depuis, enfin, tu me diras, c'était juin, ensuite juillet, donc juillet à maintenant, c'est beaucoup. Sur scène en Martinique. En Martinique, et après ici avec Origine. Donc, l'idée, c'est de faire plusieurs concepts. Je défends la langue créole, donc ça c'est très important. Le prochain album sera en créole guyanais et martiniquais. Il y a eu Origine d'abord, que tu connais, ce que les gens connaissent. Ensuite, il y aura le prochain album avec des Brésiliens. Je vais faire ça. Ils vont venir ici pour qu'on puisse commencer une résidence, mais je pense déjà un prochain album. Par la suite, après la résidence. Et il y a aussi la soul music avec les voix de la soul qui passe sur France 4. Mais quoi qu'il en soit, on aime cette formation piano-voix et on avait envie de proposer quelque chose d'intimiste. Or, je ne fais plus de negro spiritual et de gospel comme je faisais avant. Mais je me suis dit, ce serait l'occasion justement de voyager, piano-voix, entre toutes les musiques
afro, ça veut dire d'origine africaine avec les réminiscences africaines, que ce soit afro-caribéen, afro-américain ou afro-amazonien, puisqu'on est en Guyane. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est un savant mélange entre des reprises que je n'ai pas vraiment chantées, sauf une que les gens demandent à chaque fois. Donc, pour ne pas être surprise, je l'ai mise. Et puis, quelques une ou deux compositions afro-amazoniennes afin de faire le public vivre tout en émotion un voyage de musique qui ont comme point commun les réminiscences africaines et donc des thèmes également en commun. Et chanter en piano-voix, l'exercice est totalement différent parce que là, c'est l'espace laissé au climat, les nuances, comment habiter la scène, prendre en main le public, l'accrocher à ses lèvres, c'est tout ça, ça fait du travail, ça. C'est compliqué. Le piano-voix, c'est difficile parce qu'il faut être bon dans les deux. Alors, en toute humilité, je dis que Denis est très bon. Moi, je me défends pas mal aussi. Mais c'est pas facile de devoir chanter sans la batterie, sans la basse. Et donc, quand on répète, Denis doit trouver un accompagnement qui puisse se faire en piano solo. Et ce qui est intéressant dans le piano-voix, c'est que le temps peut se suspendre puisqu'on n'est que deux. Donc, il n'y a pas grand-chose, c'est très épuré. Donc, on n'a pas vraiment droit à l'erreur non plus. Donc, c'est un peu complexe. C'est surtout que, si tu veux, l'émotion est quand même beaucoup plus grande parce que par moment, je vais chanter a cappella. Ça va m'arriver de chanter a cappella. Et ça va arriver à Denis de chanter seul. Il chante aussi? De jouer seul, parce que là, pour moi, il va faire chanter. Non, il va faire chanter son piano nu. D'accord. C'est très compliqué de faire chanter un piano. Oui. Ça crée de l'émotion parce qu'on n'est que deux. Et donc, du coup, le fait d'être que deux, il y a des moments de silence. Et ce sont ces moments de silence qu'on partage avec le public. Je vais profiter de ce moment de silence. Écoutez. Passe, allez, C'est un petit jingle pour dire que c'est le moment de parler de passe. Ça passe tellement vite qu'on l'entend même pas. Voilà. Heureux d'accueillir Grégory Alexander, qui est le directeur du théâtre de Macoria, la scène vivante. Passe est de retour. Exactement. Bon, alors les dates, c'est quoi déjà qu'on se prépare? Ça commence déjà demain. On fait la cérémonie d'ouverture. Vraiment près du micro. Non, il faut le tourner. On fait la cérémonie d'ouverture demain et puis après ça s'étale vendredi, samedi, dimanche. Voilà. 4 jours de festival, avec des lieux différents également, parce que vous avez des spectacles, mais également des conférences. C'est autour du spectacle vivant. Il y a aussi l'occasion pour le public de découvrir de nouveaux talents, de différentes expressions artistiques. Complètement. Le festival se veut un hub sur la création artistique professionnelle territoriale. Parce que sur l'année jusqu'ici, dans les programmations du Théâtre de Macoria, je programmais plusieurs spectacles en provenance de plein d'endroits et les spectacles créés ici se retrouvaient un peu noyés, je trouve, dans la programmation et n'étaient pas nécessairement bien identifiés également par les publics qui venaient. Et puis, comme on cherche à construire de la coopération, comme on fait de la coopération assez active là depuis quelque temps avec notamment le Canada et avec d'autres pays, on s'est dit ce serait mieux en participant à un réseau que les personnes du réseau puissent venir rencontrer la création sur un temps donné plutôt parce qu'elles vont pas venir un jour en mars, une autre fois en novembre. On s'est dit que ce serait peut-être plus intéressant de proposer comme un hub. Et à l'occasion de ce hub, on organise en effet des tables rondes professionnelles. On pose la question, par exemple, de l'autochtonie, de la place des acteurs, des actrices autochtones dans le champ créatif contemporain, parce qu'il y a beaucoup de questions d'appropriation culturelle. Il y a des spectacles qui ont été créés et qui parlent d'enjeux autochtones, mais pas par des autochtones, ce qui pose des questions. Donc, il y a des tables rondes de réflexion là-dessus. Une au village Camouyenné, en effet, le festival se délocalise. Et puis, on va également sur des sites en agroforesterie avec d'autres types de publics qui viennent plus du monde agricole, où on trouve quelque chose entre le spectacle vivant tel qu'il peut être entendu au niveau de l'institution et la rencontre d'un public qui va avoir une base plus populaire ou une appétence de spectacle et de divertissement plus immédiat à qui on va proposer aussi au sein même dans les champs des
des lieux de rencontre assez étonnants. Et puis on met en place également, c'est la raison des invités internationaux, un tremplin à jeune création qui permet de repérer et d'accompagner l'émergence. Eh bien, je vais en profiter pour passer la parole à Noémie Pecci parce que elle est concernée par ce tremplin jeune création. Et tout à l'heure, nous parlions du parcours, de l'itinéraire des primates à plumes. Eh bien, je pense que de temps en temps, il faut ériger en exemple des modèles de réussite. Et je pense que Noémie est un modèle de réussite parce qu'elle a cru en son rêve très tôt. Elle a pratiqué le théâtre parce qu'elle voulait faire du théâtre. C'était un désir. Elle s'est retrouvée à l'École nationale de musique et de théâtre et de danse de Guyane. Puis ensuite, elle est partie faire des études dans ce sens. Et puis, on aurait pu lui dire, chemin faisant, il n'y a pas de débouché, tu ne travailleras pas. Eh bien, il se trouve que, aujourd'hui, elle travaille. Et il faut le savoir, par exemple, dans un pays où on a du mal parfois à reproduire un spectacle 5 ou 6 fois, le même spectacle, eh bien, elle a réussi, par exemple, à faire une production de 170 fois le même spectacle en Guyane. Et ça, non seulement ça s'applaudit, mais ça doit se dire, ça doit se savoir, parce qu'il faut se donner les moyens de tenir ses objectifs et puis se former et s'armer pour affronter tout cela. Cela dit, donc, bienvenue dans cette émission. Pour moi, c'est un bonheur de recevoir des profils comme le vôtre. Et il parlait à l'instant du Canada. Vous nous parlez de l'expérience que vous vivez avec le Canada en tant que... Alors, effectivement, je vais faire alors c'est pas une correction, mais une note qui est quand même importante. La personne qui a énormément, sinon essentiellement participé à la production donc de Comme l'oiseau, qui a fait toutes ces dates-là, c'est Bereka Yerjo, qui est importante de noter puisqu'elle porte aussi ce grand bébé-là qui est Comme l'oiseau. Et pour ce qui est du Canada, c'est effectivement un travail entre le Congo-Brazzaville, la Guyane et le Canada, qui a donné naissance à un autre bébé qui s'appelle Les Sentinelles, avec donc une distribution avec une Guyanaise, un Brazzavillois et un autre casting qu'on a fait au Canada, en fait entre Toronto, Edmonton et Montréal. On a fait en janvier et le spectacle est né en septembre récemment. Voilà. Et il est important de noter également que vous êtes sous le régime de l'intermittence du spectacle. Oui. Parce qu'il faut quand même le dire et le marteler parce que c'est vrai qu'en Guyane, parfois, c'est compliqué de faire ses heures. Mais il faut savoir que certains artistes, certains comédiens, certains musiciens vivent et c'est leur métier quoi en fait. Et c'est pas toujours évident parce que parfois on les traite comme si c'était des marchands de tapis. Et non, il s'agit pas de marchands de tapis. Ils sont souvent tapis dans l'ombre, mais quand ils sont tapis dans l'ombre, c'est pour répéter. C'est pas juste pour le plaisir de se retirer. Voilà. Donc dans le cadre du Festival Pass, vous allez participer avec OTEP, qui est une compagnie théâtrale. Et vous allez présenter une pièce qui évoque les violences conjugales. C'est ça, c'est exactement ça. Donc le parti pris, donc la pièce est un texte de Myrmond Fleusin, en fait, qui s'appelle Choisis ton héros, qui jouera effectivement autour de la question des témoins, en fait, des violences conjugales, parce que on parle beaucoup de la victime, on parle beaucoup des auteurs de violences, mais quelle est notre position à nous tous, en fait, quand on est témoin direct ou indirect de violences conjugales? Qu'est-ce qu'on peut faire en réalité? Aussi arrêter le déni, en fait, le silence. Et en fait, on questionne tous ces enjeux-là dans cette pièce-là. Il y a aussi une part interactive qui, je pense, va permettre aussi au public de se sentir à la fois concerné, mais aussi actif dans la prise d'action, en fait, dans la lutte contre les violences faites aux femmes. La programmation, c'est quel jour? Alors, ça joue vendredi à 19h dans le cadre du pass à la Fourmilière. Donc il y aura d'autres événements associés. Je laisserai. La Fourmilière, on peut préciser. À la Césarée. Oui. Donc on y sera à partir de 19h. Il y a aussi un concert qui suivra de Alt Black. Voilà, et on y sera donc c'est ça vendredi. Donc on attend les publics chaleureusement vendredi pour être actifs contre les violences conjugales. Bien. Alors nous reviendrons sur le contenu global du festival, mais je veux le dire avant de l'oublier. Pour qu'il n'y ait pas d'impasse et que le festival n'oublie personne. Je sais que le théâtre de Marcory a mis en place un système de covoiturage parce que parfois c'est pas évident de se rendre sur les lieux. Donc il y a une adresse mail où vous pouvez laisser vos coordonnées. Si vous y allez, vous laissez vos coordonnées. Comme ça, on s'organise pour y aller, pour partager. Parce qu'on a bien compris que ça dépend de nous, quoi. Ces espaces-là, si nous les désertons, si nous les habitons pas, ou si nous trouvons de bonnes excuses pour ne pas y aller, nous sommes responsables de notre devenir, quoi. En fait, personne ne fera à notre place ce que nous ferons pas nous-mêmes. Comme disait Aimé Césaire, quel moment il faut qu'on arrête d'être de sombres jouets au carnaval des autres. Voilà.
Voilà, parce qu'on s'est très bien organisé le nôtre de carnaval, croyez-moi. Alors, c'est à dessein que je vous ai laissé sur le plateau, parce que à l'instant vient de parler de Congo-Brazzaville, Ghislain a des origines congolaises, Ghislain est également, fait également des ateliers d'écriture, Grégory Alexander fait souvent venir des comédiens ou des metteurs en scène dans le cadre de son activité qui font appel à des ressources humaines, des compétences pour transmettre, échanger. Donc voilà, vous êtes sur ce plateau-là et vous allez pouvoir nous parler de votre expérience actuelle en Guyane. Pourquoi vous êtes venu, Ghislain, dans quel cadre et qu'est-ce que vous y avez fait pendant ce séjour? Juste un tout petit peu avant, j'aimerais dire en fait que j'ai eu le bonheur de voir Noémie sur scène vendredi dernier à Kourou. Elle est époustouflante sur scène et je pèse mes mots. Et ce qu'elle propose, non seulement c'est une vraie marque qu'il y a quelque chose qui bouge au niveau des réflexions sur justement ces fameuses violences. Malheureusement, elles sont multiples, mais elle a parlé d'interactivité et c'est concret et le public est vraiment questionné et on ne sort pas de là indemne. Et c'est vraiment, je pèse mes mots, elle est époustouflante sur scène. Donc, allez la voir. Le spectacle, il est grandiose. Ma présence en Guyane, 25 ans que je mène ces ateliers d'écriture. Comme je disais tout à l'heure en début d'émission, c'est pour tout public à partir de 10 ans. Voilà, il y a peut-être plusieurs mois, 3, 4, 5, 6 mois, on a eu des discussions en fait avec des structures de l'association du groupe SOS Jeunesse. Et j'ai eu donc le privilège de rencontrer, d'échanger avec Anaïs Géant. Et on a échangé sur mon travail, sur ce que je pouvais apporter par rapport aux jeunes que l'association, enfin que la structure TICAZ accompagne. Il s'agit d'une unité d'hébergement d'urgence, des enfants qui sont donc placés. Et puis moi, c'est utiliser le média de l'écriture, de l'expression pour pouvoir, d'une manière un peu thérapeutique, être un complément. Parce que voilà, les objectifs sont communs. C'est accompagner ces jeunes-là, leur donner les outils nécessaires pour en faire des enfants forts, parce que les démarrages pour la plupart d'entre eux n'ont pas été simples, mais on doit incarner les messages qu'ils ont parfois l'habitude d'entendre. Ça va aller, ça va bien se passer, vous êtes forts, machin, et puis parfois ceux qui parlent de ça n'incarnent pas toujours les choses, et nous on essaie de les incarner avec les moyens qui sont les nôtres. Donc je suis arrivé il y a une quinzaine de jours, presque une immersion tous les jours avec les jeunes. Donc j'avais un groupe on était au total on était 6-7 avec des éducateurs, des éducatrices et toute la structure, donc dont la chef de service et Anaïs, tout le monde, toute l'équipe en tout cas, tout le monde s'est mis à disposition pour nous permettre d'avoir le cadre idéal pour pouvoir travailler. On avait tantôt la possibilité de faire des ateliers dans la structure. Parfois, on pouvait aller en extérieur. Donc, moi, c'était l'occasion de découvrir. Et puis surtout, j'ai rencontré des jeunes avec des parcours vraiment pas simples. Pour certains, on se demande même comment ils font pour tous les jours être encore debout. Ils ont des leçons de résilience à nous donner et ils ont besoin de nous. Besoin de bien plus que notre bienveillance. C'est devenu un mot un peu à la mode. On se croirait dans des posts Instagram, mais ils ont surtout besoin de notre considération et qu'on leur accorde la denrée la plus rare qui est le temps. Et si on leur accorde du temps, c'est investir sur ce qu'il y a de précieux. Je découvre qu'en Guyane, par exemple, la moitié de la population a moins de 25 ans. Donc, on a tout intérêt à vraiment se mettre au travail. Les artistes que nous sommes, les penseurs que nous sommes, les sociologues que nous sommes, les éducateurs et ainsi de suite. Et donc, c'est des jeunes résilients, pugnaces, qui se battent. C'est compliqué. Ils se débattent avec leur parcours, avec leur vie. Et puis, on a utilisé donc l'écriture. Je travaille avec un compositeur qui s'appelle DJ Alchimiste, qui lui est du côté de la région parisienne. Il m'a fourni 5-6 musiques. J'ai permis à ces jeunes de pouvoir écouter avec attention. Ils ont fait le choix d'une musique et eux m'ont fait écouter aussi les musiques qu'ils écoutent. Et puis comme un espèce d'ethnologue, je prends le pouls de la Guyane, je vois ce qu'ils écoutent, qu'est-ce qui anime leur univers. Et je reconnais des choses que je connais déjà dans la métropole. Et puis moi, c'est pas ça que je cherche. Moi, ce que je cherche surtout, c'est eux. Qu'est-ce qu'ils ont à dire, ces jeunes-là, de leur parcours, de là où ils en sont, de leur époque. Parce que parfois, on leur donne pas la possibilité de pouvoir dire. Ghislain, je vous propose quelque chose. Oui. Écoutons un extrait de ce qu'ils ont à dire. Enfants de la Guyane, écoutez, enfants de la Guyane, 973, enfants de
mon gain bête pour du dos. Laisse tomber la street, choisis bien tes photos. Dans la vie, y'a pas que le rap ou la femme. Les bêtises que tu fais, un jour te rattrape. Je sais de quoi je te parle, je suis passé par là. Sans les jeux de maman, on a fait couler trop de larmes. Amsterdam, drame, dans le quartier, y'a trop de drame. Hey, enfant de la Guyane, lève-toi pour accomplir tes rêves. Attention, évite les mauvais chemins. Aujourd'hui se construit demain. Écoute, hey, enfant de la Guyane, 973, enfant de la Guyane. Écoute, hey, enfant de la Guyane, 973, enfant de la Guyane. Premier extrait, donc Ghislain, qu'est-ce que vous avez remarqué entre le moment où vous étiez en phase d'atelier et le moment où il y a une restitution, où ils ont écouté le feedback de ce que vous avez fait, de ce qu'ils vous ont proposé? Bah de constater déjà leur rigueur, de constater déjà l'adhésion au projet et de voir en fait au milieu de tout ce qui se passe dans leur être, dans leur vie, avec tout ce qu'il y a, mais ils sont quand même là, ils sont tous les jours présents et puis de voir que ils ont compris l'enjeu du projet qui était de leur permettre de livrer une parole authentique et puis ils ont jamais été vraiment en studio. C'est pas des artistes, ils ont 14 ans et en fait ils ont beaucoup de choses à dire, ils écoutent beaucoup de musique et là l'idée c'est de leur faire prendre conscience que vous êtes acteurs là. Acteurs, ça c'est vous qu'on va écouter et une manière de leur dire aussi que vous pouvez être acteur de votre changement et il faut pas en avoir peur, c'est pas une menace le changement, au contraire, c'est une belle opportunité pour faire mieux et c'est ce qui s'est passé. Je vous propose d'écouter un extrait d'une voix féminine cette fois-ci. Malheureusement, la vie ne va pas en arrière. Celle qui nous a mis au monde, pour moi, c'est une femme brillante. Ta famille, tes amis, ta vie, tes rêves, des choses importantes. Surtout, faut pas douter et ne laisse personne te dérouter. Quelle que soit la couleur, on a tous connu la douleur. Petit frère, petite sœur du monde, votre corps a de la valeur. Vous avez le droit au bonheur, levez-vous. Aujourd'hui c'est votre heure. Hey, enfant de la Guyane, lève-toi pour accomplir tes rêves. Attention, évite les mauvais chemins. Aujourd'hui se construit demain. Écoute, hey, enfant de la Guyane, 973, enfant de la Guyane. Alors où va-t-on pouvoir écouter ce titre-là alors finalement? C'est franchement, je suis grandement ému. C'est puissant. C'est puissant d'entendre ce qu'ils disent. Nous sommes au cœur même de la sociologie pure, je trouve. D'avoir 14 ans, de dire des choses aussi profondes avec le recul, de se dire maman, n'oublie pas que je t'aime, j'ai pu faire ça, ne reproduis pas les bêtises que j'ai pu faire, d'entendre une jeune éducatrice qui est au début de sa carrière professionnelle tenir ce genre de message pour les plus jeunes, pour elle-même, pour sa propre famille. Je trouve que c'est assez puissant et c'est la puissance de l'art. On en a parlé tout au long de l'émission. On est en train de voir du côté de administratif, on va dire, parce que le groupe SOS Jeunesse, c'est un grand groupe et voilà, Madame Géant, Anaïs, qui est à mes côtés, on réfléchit sur la bonne manière de rendre ce morceau public, parce que il y a un cadre légal qu'on doit respecter et on est en train de réfléchir sur toutes ces questions-là. Mais on est tellement porté par la positive énergie que l'on pense que qu'on va être nous-mêmes aussi au début de quelque chose d'assez révolutionnaire, c'est-à-dire ces fameux jeunes. Ils sont capables de produire des choses aussi belles qui ont une portée peut-être même voire salvatrice pour d'autres et du coup ça va faire bouger, on espère, des lignes d'un point de vue aussi légal. Et pendant tout ce travail, j'ai filmé beaucoup de temps, beaucoup de moments. Il y a un clip qui existe et on est en train de réfléchir à toutes ces questions-là. Donc très très prochainement, vous allez découvrir en image cette chanson. Mais ce que je peux vous dire d'ores et déjà, je pense que sur ce plateau, tout le monde est assez d'accord avec moi. C'est parti pour être la chanson qui va marquer le patrimoine culturel guyanais. Et alors comment vous voyez la suite de ce projet-là? Justement, à la base, le projet, c'était juste le projet de création qu'on a fait la semaine passée. Et on a décidé de développer ça en voyant justement toute cette positivité et toute la qualité de cette créativité-là. Donc, c'est pour ça qu'on a prolongé cette semaine. Donc, ces émissions en radio-là qu'on fait aujourd'hui, on va également passer dans des écoles pour pouvoir faire vivre le sens des paroles, du travail des jeunes et pour pouvoir le partager le plus possible à la jeunesse guyanaise. Mais écoutez, vraiment, c'est une très belle initiative et d'avoir pris la tâche de quelqu'un qui, depuis longtemps, rencontre autour des prisons, autour des milieux très difficiles, des jeunes en difficulté, mais des moins jeunes également, parce que c'est le travail de Ghislain aujourd'hui. Il sillonne la France pour rencontrer ceux qui sont déshérités, ceux que la vie a blessés, ceux qui
ont besoin d'entendre, pas, comme il disait tout à l'heure, pas seulement de la compassion ou alors de la bienveillance, mais qui ont besoin d'outils pour se remettre à flot et repartir. Bravo pour ce travail que vous avez initié au sein de TICAZ. Je vais vous dire également que parfois les rencontres révèlent des choses insoupçonnées et insoupçonnables. C'est ainsi que j'ai découvert, par exemple, que à l'occasion je pense que c'était pour honorer le prix Carbet, il y avait donc un texte d'Édouard Glissant et un guitariste exceptionnel guyanais qui s'appelle Émile Romain y était. Et ce jour-là, bien croyez-moi, il accompagnait un chanteur dont j'ignorais totalement les talents de chanteur. Je propose de l'écouter. Arbre recommencer ton corps, j'ai détaché de ton corps la carapace de mes clartés. Ton tronc d'écailles renouvelé, ton tronc de lumière dans le champ noir des fleuries nuits. Arbre recommencer ton corps, j'ai détaché de ton corps la carapace de mes clartés. Ton tronc d'écailles renouvelé, ton tronc de lumière dans le champ noir des fleuries nuits, fleuries nuits, dans le champ noir des fleuries nuits, fleuries nuits. Grégory Alexander dans ses œuvres. Vraiment, moi, j'avoue, ça m'a mis les poils, j'ai entendu ça, vraiment. Là, le chansonnier qui prend la salle comme ça, et on sent que le théâtre est passé par là. Comme il a habité le texte de Édouard Glissant, c'est Celle Noire, c'est un extrait de Celle Noire d'Édouard Glissant. Et j'ai choisi à dessein cet extrait pour conclure notre rencontre, parce que Édouard Glissant a fait un travail en s'inspirant de l'œuvre de Deleuze autour de la notion de rhizome, parce que rhizome, à l'inverse des plantes avec racines uniques, eh bien, se multiplient, mais sans jamais donner les mêmes choses, n'ont pas peur de la rencontre, n'ont pas peur de donner naissance à autre chose, etc. C'est tout le travail de Glissant. Et tout ce qui s'est passé sur ce plateau et à l'image, cette approche rhizomique des choses, quoi. Quand on voit les primates à plumes, je sors de là, je pars avec mon bagage, je rencontre le monde, je reviens, je plante, je récolte, je sème, et puis d'autres vont récolter. Mais c'est tout ce travail qui est réalisé, par exemple par le théâtre de Macouria, à travers les programmations proposées à l'année, à travers un festival comme celui-là. Et j'en profite pour relancer donc Noémie, puisqu'il y a ce concours qui va révéler des talents émergents. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, le tremplin Jeune Création, qui est une super initiative du théâtre de Macouria, qui du coup sert à entendre, en fait. Donc, c'est quand même un concours. Mais, outre l'aspect concours, c'est surtout un moyen d'entendre, en fait, des auteurs qu'on n'entend jamais, qu'on ne connaît pas, donc l'émergence. Et il y a différentes propositions, il n'y a pas que du théâtre, il y a aussi de la danse. Et j'avouerais, il présentait un texte... J'espère que c'est pas concurrentiel de dire ça à la radio, oui. Mais quand même, j'en profite. Je présente un texte qui s'appelle Le Fromager, qui est ma première écriture de théâtre et qui aborde, on est encore dans des schémas de violence, mais qui aborde le rapport au corps des femmes dans la transmission à la fois culturelle et notamment la violence envers depuis les mineurs, en fait. Qu'est-ce qui se crée à partir de ça ? Qu'est-ce qui nous reste de ça et comment on se construit en tant qu'adulte après ça, donc de façon pas aussi directe, mais un peu quand même, mais c'est ça. Donc il y a d'autres propositions, hein. Il y a aussi Leslie Lambeau, il y a aussi, je me rappelle pas de tous les participants, mais en soi il y a vraiment 4 belles propositions d'auteurs et de danseurs émergents qui ont besoin de soutien, qui ont besoin en tout cas d'écoute, d'avoir un public avec eux pour nous donner aussi de la force en fait et comme vous parliez tout à l'heure de persévérance. De pouvoir poursuivre nos arts grâce en plus à cette belle scène, ce tremplin Jeune Création qui nous permet justement de faire tremplin. Merci beaucoup Grégory Alexander. Donc festival passe au théâtre de Macouria de jeudi à dimanche, donc inclus. Régine La Passion, c'est le 22, c'est samedi 22. Oui, samedi. Ne loupez pas cette date-là, les billets sont déjà en réservation. Donc c'est le 22 novembre à 20h précise au Cercle des Lumières. Voilà, venez nombreux, on sera tous les deux, Denis et moi, pour partager, pour que vous soyez apaisés une fois que vous nous aurez écoutés. Merci beaucoup. Et puis comme ils sont, ça s'appelle Confluence, je rappelle, et comme ils sont en duo piano-voix,
Donc il y aura pas de soufflant, donc pas d'embouchure. Voilà. Oh, c'est joli. Nous allons, Joli, joli. nous allons terminer en souhaitant un bon voyage à notre ami Ghislain. Ghislain qui peut venir là, qu'on le voit quand même. Il n'est pas parti totalement. Il est encore avec nous. Donc Ghislain, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? La sérénité, par exemple, ce serait bien. Et merci pour cette invitation, merci pour l'intérêt porté pour ce projet, et merci aussi d'avoir créé ces liens, d'avoir créé ces rencontres, ces convergences, et c'est appréciable. Voilà, je l'avais dit. Donc, il y a toujours ici une effervescence et on n'est jamais en panne d'essence parce que les sens sont toujours à l'affût. Voilà, c'est comme ça que ça se passe ici. Punchliner. Merci beaucoup. On va terminer donc comme je le fais habituellement en vous disant prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et prenez soin des autres. Et puis allez tous vous faire aimer. Oh avec plaisir. Rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. La culture dit nos pays. Dès qu'un petit monde carine, ça c'est vérité. Et ça c'est ouais la terre. Important la culture. Pas laisser personne m'éter fier, bête dans ta tête.